Alors, je prends la parole en premier. Carl et moi vous faisons une présentation donc sur une proposition didactique concernant une expérience de lecture esthétique du roman de Dominique Fortier, Du bon usage des étoiles. La communication se fera en deux temps. Je ferai le premier temps où j'aborderai la problématique et les assises théoriques de notre proposition. Et Carl vous rendra compte ensuite de l'expérimentation, étant donné que moi, je n'ai plus d'élèves. Nous sommes soumis, lorsque nous enseignons la littérature au Cégep, et nous le savons très bien, au respect des prescriptions ministérielles et surtout à la conception de la lecture sur laquelle elles sont fondées. Qu'est-ce que cela nous conduit à faire et surtout à ne pas faire? Les prescriptions ministérielles nous amènent à voir les textes comme des discours. Elles nous conduisent à enseigner la lecture littéraire comme un travail de nature objective à accomplir sur les textes pour en dégager la signification. Elles nous poussent à exiger de nos étudiants et étudiantes qu'ils mettent en veilleuse leur subjectivité et leur sensibilité et qu'ils en appellent davantage à leur intelligence rationnelle pour accomplir sur les textes un travail qui relève beaucoup plus de l'herméneutique que de l'esthétique. Ce faisant, toutefois, elles nous conduisent à négliger le fait que les œuvres littéraires sont aussi des œuvres d'art et qu'à ce titre, elles nous invitent à développer avec elles une véritable relation esthétique, relation qui ne saurait se réduire au repérage, le plus souvent insignifiant, de leurs manifestations stylistiques. Le travail rationnel et objectif accompli par un sujet sur un objet pour en dégager la signification, dans lequel nous sommes poussés à cantonner nos étudiants, nous fait en outre oublier que l'expérience littéraire est également porteuse d'un autre travail, celui que les œuvres accomplissent sur le lecteur, notamment sur sa manière d'être au monde. C'est donc pour pallier ces deux lacunes et conduire nos étudiants vers une expérience de la littérature qui soit plus riche et plus féconde que nous avons conçu pour la lecture du roman de Dominique Fortier un dispositif didactique qui donne à la relation esthétique toute la place qu'elle mérite, non seulement dans le travail accompli par le lecteur sur l'œuvre pour mieux la connaître et l'apprécier, ainsi que le montre Jean-Marie Schaeffer dans l'expérience esthétique, mais aussi à l'inverse, dans le travail accompli par une œuvre sur son lecteur, plus précisément sur la dimension proprement stylistique de son être, ce que montre bien Marielle Massé dans Façon de lire, manière d'être. Nous vous invitons donc à partager notre rêve d'un enseignement de la littérature qui fasse aussi la part belle à l'expérience esthétique. Pour ce qui est donc des expériences, des assises théoriques, nous nous sommes demandé au départ sur quelle représentation du lecteur esthétique nous allions nous appuyer pour faire cette expérience-là à nos étudiants. Quelle posture de lecture allions-nous les inviter à adopter? Alors, pour ce qui est du rapport du sujet à l'objet, c'est-à-dire du lecteur à l'œuvre, nous leur avons présenté le lecteur esthétique comme étant un lecteur qui lit les œuvres littéraires dans une perspective de connaissance et d'appréciation d'un objet perçu moins comme un discours que comme une œuvre d'art. La relation esthétique exige du lecteur qu'il mobilise d'une manière particulière et singulière, comme le dit bien Jean-Marie Schaeffer, ses ressources attentionnelles, émotionnelles et hédoniques. Nous leur avons également présenté le lecteur esthétique comme un lecteur qui lit avec sa sensibilité. Il est sensible aux sensations, aux émotions, aux sentiments, aux états d'âme éprouvés par les personnages et ou exprimés par les voix narratives. Il est également sensible à ce que lui-même ressent à la lecture des œuvres.
Nous les avons également invités à adopter la posture d'un lecteur esthétique qui lit avec une attention pour la forme. Il est attentif à l'écriture, à la langue de l'écrivain, à son vocabulaire, à sa syntaxe, à l'originalité de son phrasé. Et le lecteur esthétique est aussi attentif à la composition de l'œuvre. Pour ce qui est du rapport de l'objet au sujet, de l'œuvre au lecteur, nous avons misé sur une figure du lecteur esthétique qui est un lecteur qui lit les œuvres dans une perspective de stylisation de soi, de découverte et de construction de son style propre, de sa façon singulière d'être au monde, nous appuyant cette fois sur Marielle Massé. Le lecteur esthétique est ainsi sensible aux façons de percevoir le monde proposées dans l'œuvre et susceptible de l'inspirer dans sa recherche de son style perceptif propre, c'est-à-dire de sa manière de voir le monde, de le sentir, de l'écouter, de le goûter, d'être touché par lui. Également, il est attentif aux façons de s'inscrire dans le temps proposé dans l'œuvre et susceptible de le guider dans sa recherche du rythme de vie qui lui soit propre. Et enfin, il est attentif au modèle de conduite proposé dans l'œuvre et susceptible de le guider dans sa quête d'une manière d'habiter le monde. Je pourrais éventuellement, dans les questions, après, illustrer chacun de ces aspects-là, mais je vais passer la parole à Carl pour qu'il nous fasse le compte-rendu de l'expérimentation. Alors, du bon usage du carnet de lecture. Donc, on s'est posé la question, Marcel et moi, concernant le type de travail qu'on devrait comme privilégier, favoriser, donc choisir en fait pour favoriser une expérience esthétique au contact d'une œuvre. Et donc, évidemment, on n'a pas cherché très longtemps, on a tout de suite pensé à notre cher carnet de lecture. Donc, c'est une pratique qu'on connaît bien, que vous connaissez aussi, donc on valorise beaucoup au Lirel. Plus précisément, pourquoi le carnet de lecture en fonction de l'expérience esthétique, donc quelles caractéristiques générales du carnet de lecture conviennent bien donc, à cette expérience-là? Bien, il y a d'abord, évidemment, le fait que ce qui est au cœur du travail demandé, c'est la subjectivité du lecteur ou de la lectrice. Donc, on a parlé tantôt du fait de lire avec sa sensibilité, donc le carnet de lecture, contrairement à l'analyse littéraire ou à la dissertation critique. Donc, le carnet de lecture laisse une place importante à la subjectivité, aux états d'âme, aux émotions, aux sensations du lecteur, de la lectrice, donc de nos élèves. Donc, le statut de l'œuvre aussi, tel qu'on l'aborde à travers le carnet de lecture, eh bien, l'œuvre est considérée comme un objet de connaissance et d'appréciation parce que dans un carnet de lecture, les élèves sont appelés à non seulement essayer de comprendre l'œuvre qu'ils lisent, mais aussi sont appelés à apprécier l'œuvre, donc à commenter la façon dont ils reçoivent l'œuvre. Et il y a aussi une liberté inhérente au texte à produire, contrairement à un travail préformaté comme la dissertation critique ou le texte d'analyse littéraire. Le contenu d'un carnet de lecture va être très varié. Moi, souvent, quand je présente à mes élèves un carnet de lecture, je leur dis que pour moi, c'est une sorte de fourre-tout. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent mettre n'importe quoi dans un carnet de lecture, mais le contenu est quand même hétéroclite, voire parfois un peu disparate, mais ça donne quand même beaucoup de possibilités. La structure du texte à écrire a une grande souplesse. Encore une fois, ce n'est pas un texte qui est préformaté. Et l'écriture peut être plus personnelle. Donc, les élèves ont le droit d'utiliser des figures de style dans leur carnet de lecture pour s'exprimer. Donc, ce n'est pas réservé à l'écrivain qu'ils vont analyser parce que souvent, dans une dissertation critique, quand les élèves se mettent à faire du style, ça passe plus ou moins bien. Et donc, on va s'éloigner de l'analyse comme telle. Mais dans un carnet de lecture, non seulement c'est permis, mais c'est même encouragé. Le carnet de lecture, donc, c'est le lieu de rencontre idéal entre l'œuvre et le lecteur ou la lectrice. Le choix de l'œuvre, maintenant,
le saviez déjà, on l'avait déjà annoncé. Vous voyez le livre trôner sur la table en avant. C'est Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier. C'est un roman qui invite de manière particulière à une expérience de réception esthétique. Là, vous pourriez m'interrompre tout de suite et me dire, ben là, c'est le cas de toutes les œuvres littéraires, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas certaines œuvres qui sont considérées comme des œuvres d'art alors que d'autres n'en seraient pas. Mais si je veux être un peu plus précis, pardon, je dirais d'abord que l'histoire qui est racontée dans le roman de Dominique Fortier est une belle histoire. Je mets belle histoire entre guillemets, parce que ça a l'air un peu naïf comme ça, mais c'est quand même un commentaire que mes élèves me font spontanément. Donc, quand ils lisent le livre, au fil de leur lecture, souvent ils vont dire c'est une belle histoire, c'est un beau roman. Quand je suis retourné lire les critiques qui avaient été publiées au moment de la sortie du roman de Dominique Fortier, ça revenait ça. On disait on a affaire à un beau roman. Donc, un roman d'aventure, un roman historique, je vais en reparler dans quelques instants, avec des personnages complexes et inspirants aussi. Tout de suite, je fais un lien avec ce qui a été dit à propos de la proposition de Marielle Massé. Donc, les modèles de conduite, donc pour une stylisation de soi, donc que des personnages soient inspirants, ça compte aussi dans ce type de carnet de lecture-là. Donc, les élèves peuvent prendre les personnages comme modèles. Il y a aussi un travail virtuose sur la forme. D'abord, sur le plan de la composition. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu donc, Du bon usage des étoiles ou un autre des romans de Dominique Fortier, mais donc elle accorde une attention particulière donc à la structure de ses textes et on a affaire avec ce roman-là à un patchwork. Moi, j'évite un peu ce terme-là en classe. Je préfère le mot courte pointe mais je dois expliquer aux élèves ce qu'est une courte pointe. Et donc, je présente des images et tout ça. Bon. Et on a affaire donc à une œuvre polyphonique. Donc, on a différents points de vue qui sont présentés, donc différentes voies narratives qui sont présentées dans ce livre-là. Et sur le plan de l'écriture comme telle, c'est là peut-être que le travail est le plus remarquable. C'est que donc on a un style qui mêle donc des descriptions prosaïques, des notations scientifiques donc, chez Dominique Fortier, il y a beaucoup d'érudition. Il y a des images poétiques, beaucoup de métaphores, de comparaisons, beaucoup d'analogies. Tout ça avec un mélange de tonalités, donc des tonalités lyriques et ironiques. Tout ça, c'est savamment entremêlé. Donc, on peut dire qu'on a affaire à un roman qui se présente d'emblée comme une œuvre d'art. Je tiens quand même à préciser que je suis quand même un grand lecteur des romans de Jacques Poulain. Et je considère, par exemple, Les Grandes Marées comme une œuvre d'art, autant que Du bon usage des étoiles. Mais, comment dire, le travail d'écriture qui est fait dans les romans de Jacques Poulain n'est pas aussi apparent, disons, que chez Dominique Fortier. Et des fois, les élèves ne perçoivent pas le travail d'écriture qu'il y a. C'est transparent, ça a l'air facile, on a l'impression qu'on serait capable d'en faire autant ou même mieux. C'est des élèves qui me disent ça des fois. Alors, donc, ça se fait. On peut proposer aux élèves une expérience esthétique avec un roman de Jacques Poulain, mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc, ça vaudrait la peine quand même d'aller voir sauter là. Alors, voici le fameux roman. Donc, Du bon usage des étoiles. Donc, roman de Dominique Fortier, publié il y a déjà un certain nombre d'années. Je pense en 2008 hein, que le roman est sorti. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, je vais vous présenter le texte qui se trouve sur la quatrième de couverture du roman. C'est pas censé vous dévoiler toute l'histoire, mais en fait, cette histoire-là, c'est une histoire célèbre. C'est l'histoire de l'expédition Franklin, partie à la conquête du passage du Nord-Ouest. Donc, peut-être que sur l'image comme ça, vous êtes capable de voir de loin donc deux beaux navires qui affrontent des icebergs. Donc, ça, c'est au cœur du roman. Alors, je vous lis rapidement le résumé du livre. Nous sommes au mois de mai 1845, au tout début de l'histoire. Donc, les navires Terror et Erebus, sous le commandement de Sir John Franklin, partent à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest. Ça, c'est au nord du Canada. Là. Avec à leur bord 133 hommes et suffisamment de provisions pour survivre 3 ans aux rigueurs de l'Arctique. L'expédition doit permettre à l'Angleterre d'asseoir sa suprématie sur le reste du globe, mais les deux navires se trouvent bientôt prisonniers des glaces dans une immensité sauvage.
Alors, avant de poursuivre, quand j'ai enseigné ce roman-là pour la première fois, donc ce n'était pas pour faire le carnet de lecture que je vais vous présenter, on était en pleine pandémie et on était tous confinés. Alors, donc, j'avais mes élèves à l'écran, donc tout le monde était enfermé chez soi. Et au début de la session, je me trouvais un peu comique. Je leur ai dit, vous êtes enfermés, confinés, mais moi, je vais vous faire voyager. Je vous propose un roman d'aventure. Vous allez voir, vous allez explorer des contrées lointaines et tout. Mais là, en fait, assez rapidement, en lisant ce roman-là, on se rend compte que ce n'est pas un roman d'aventure dans ce genre-là. En fait, c'est un roman sur le thème du confinement. Alors, alors toute l'histoire se passe dans un espace très restreint. Donc, les personnages sont prisonniers de leur bateau. Donc, tout le monde est un peu dans la même situation que celle où on se trouvait à ce moment-là. Mais les élèves m'en ont pas trop voulu finalement. Donc, commence alors un nouveau voyage, immobile celui-là. J'aurais dit que c'est un voyage quand même, un voyage immobile, au cœur de la nuit polaire et vers les profondeurs de l'être, dont Francis Crozier, commandant du terreur, rend compte dans son journal. Il se languit aussi de la belle Sophia, restée avec sa tante Jane Franklin à Londres, où l'été et les bals se succèdent en un tourbillon de mondanité. Donc, trois personnages sont mentionnés ici. Ce sont les trois personnages principaux dont il sera question dans les exemples que je vais vous montrer par la suite. Alors, très rapidement, un petit mot sur le contexte dans lequel j'ai présenté le carnet de lecture. Donc, je dirais que c'était un contexte favorable. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, donc, ça s'est passé durant la session d'hiver 2022 en pleine pandémie, donc après l'expérience marquante du confinement. Et donc, les élèves vont se reconnaître un peu dans l'histoire quand même dépaysante qui est racontée par Dominique Fortier. Public cible, élèves du programme Sciences, Lettres et Arts. Donc, c'est sûr que pour aborder de l'expérience esthétique, j'avais besoin d'un bon public, d'un public réceptif, mais ça se fait avec d'autres types de publics. Mais quand même, c'est vrai que j'ai mis toutes les chances de mon côté avec ça. D'ailleurs, des fois, la vie, ça ressemble à un roman, n'est-ce pas? Et, ça comme ça, mais imaginez-vous donc que ce midi, pendant que donc, on est en pause et tout ça, je suis tombé tout à fait par hasard sur une étudiante de ce groupe-là, de ce public cible, qui a vu mon nom sur l'affiche et qui est venue à ma rencontre donc au département de littérature au 8e étage ici. Et donc, elle venait me voir parce que, je sais pas, elle s'ennuyait de moi, ou du collège de Maisonneuve, la chemise, bon. Et donc, je lui ai dit, c'est drôle que tu viennes me voir aujourd'hui parce que je vais parler cet après-midi du carnet de lecture que je vous ai fait faire sur du bon usage des étoiles. Et là, elle n'en revenait pas, et moi non plus, parce que là, donc, elle est devenue émue un peu. Et donc, elle a dit, ce roman-là m'a marqué avec le travail que vous nous avez fait faire. J'y repense souvent, d'ailleurs. Donc, je suis en anthropologie et je me suis même inscrite à un cours sur la cartographie à cause de ce roman-là. Bon. Alors, c'était dans le cadre d'un cours de 103. En réalité, c'est 714 pour ceux qui connaissent donc, le numéro du cours en sciences et arts. Donc, un cours de littérature québécoise où il était question de dissertation critique. Alors, on va faire une équation ici complexe. Pandémie plus élèves aimant la littérature, parce que c'est souvent le cas en SLA, plus lassitude liée à la dissertation. Eh bien, c'était donc des conditions gagnantes pour un travail libre et personnel comme un carnet de lecture. Donc, les élèves étaient quand même assez emballés à l'idée de faire ce genre de travail-là. Alors, là, ce que je vous fais apparaître, c'est un document que vous n'avez pas à lire en détail, je vous rassure. Donc, c'est les consignes de lecture que j'ai données aux élèves. Donc, quand ils ont eu à lire le gros roman de Dominique Fortier, c'est quand même plusieurs centaines de pages. Donc, ils avaient à relever des éléments au fil de la lecture. Et je leur ai demandé donc de relever des éléments de structure. D'abord, parce que, je l'ai dit tantôt, le roman de Dominique Fortier a une composition quand même assez complexe. Il est d'une part constitué comment dire, de fragments, parce que c'est une écriture fragmentaire, de fragments hétérogènes. Donc, il y a des passages de narration, des passages du journal de bord d'un des personnages du roman, donc Francis Crozier, mais il y a aussi des éléments qui ont été insérés donc, à la trame narrative
donc à l'œuvre littéraire, des éléments qui viennent de l'extérieur, si on veut. Donc, des documents d'archives, des documents authentiques d'archives de l'époque du 19e siècle. Il y a une partition de musique, des pages tirées de manuels sur le magnétisme. Il y a une recette de plum pudding. Donc, toutes sortes d'éléments qui détonnent un peu là, dans une œuvre littéraire. Et je voulais que les élèves relèvent, par exemple, au moins un de ces fragments. Donc, un fragment qui les a intrigués, amusés, parce qu'au fond, les élèves, ça a été une de leurs premières réactions, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans un roman, une recette de plum pudding qui est là intégralement. Là. Donc, tout est là, là. On peut la faire, je pense, on pourrait la faire aujourd'hui, ça marcherait. Je n'ai pas essayé, mais bon. Donc, oui. Oui, est assez longue en plus, oui. Et puis, ben, donc, il y a une partition d'une pièce de Bach aussi. Puis il y a des élèves qui ont dit, je reconnais cette pièce-là, je l'ai jouée en faisant des pauses de lecture. Bon, donc, c'était quand même un peu étonnant, mais c'était surtout, bon, comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que... Donc là, on est dans le carnet de lecture, là, puis on n'est pas loin de, justement, de la réception esthétique. Donc, en quoi un document d'archives peut avoir une dimension esthétique, si on veut. Alors, donc, insérer un fragment, donc relever, pardon, l'insertion d'un fragment, relever aussi un enchaînement entre deux fragments, ça, c'est, la composition est complexe. Donc, pourquoi Dominique Fortier a mis côte à côte deux passages entre lesquels il n'y a pas de lien évident. Donc, il faut réfléchir, il faut... et donc, ça implique que le lecteur ou la lectrice s'investisse vraiment dans sa lecture à ce moment-là. Mais donc, ils n'avaient pas à prendre de notes pendant la lecture. Il fallait juste qu'ils utilisent, par exemple, des post-it pour retenir des passages. Donc, deuxième partie, le propos. Je voulais qu'ils relèvent des fragments dont le contenu leur donnait à penser, à rêver. Donc, ils lisaient un fragment de 2-3 pages. S'ils trouvaient ça riche, intéressant, stimulant, ils mettaient un post-it. Et enfin, je voulais aussi qu'ils relèvent au fil de la lecture des passages plus courts, donc pas un fragment de 3 pages, mais des fois, ça peut être juste une phrase, une série de phrases, un paragraphe, dont la formulation leur semblait belle, originale. Je voulais qu'ils portent attention à la qualité de l'écriture. Donc, ça, c'était les consignes de lecture. Après ça, donc, on a eu, donc ça, c'est les consignes de réalisation du carnet de lecture. Vous reconnaissez donc les 3 parties que j'ai présentées. Donc, d'abord, je voulais qu'ils portent attention à la structure. Et donc, les élèves avaient à écrire un commentaire sur un fragment hétérogène. Donc, hétérogène, un fragment qui a été ajouté au texte inséré à la trame narrative. Donc, ils devaient choisir un de ces fragments-là, décrire le fragment et la partie qui nous intéresse le plus, c'était donc d'expliquer les effets créés par l'insertion de ce fragment et donc de montrer en quoi ce fragment-là pouvait augmenter leur plaisir de lecture. Moi, je voulais qu'ils me parlent de leur plaisir à travers tout ça. Donc, les effets, ça peut être donc, lié à l'émotion, à l'humour, à l'ironie. Donc, ça peut être tout simplement une idée qui surgissait dans leur esprit au moment donc, de réfléchir à ce fragment-là. Donc, commentaire sur un fragment hétérogène, commentaire sur la juxtaposition de 2 fragments, le fait que 2 fragments soient collés, qu'est-ce que ça crée comme effet? Donc, ils devaient donc présenter les 2 fragments qui se suivaient. Et la partie la plus intéressante, c'était celle qui consistait à expliquer les effets créés par la juxtaposition de ces fragments. Donc, qu'est-ce que ça ajoute à la signification des 2 passages et à votre plaisir de lecture? Quelle émotion particulière ce rapprochement provoque-t-il chez vous? Et là, ce que je trouve intéressant, déjà, juste avec le travail sur la structure, c'est que, donc, il n'y a rien qui est dit explicitement par l'auteur, par l'autrice. Tout est suggéré et donc, ça exige de la part des élèves quand même un engagement réel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on est dans un travail d'analyse, mais ça va un peu plus loin que ça quand même. Donc, ça implique aussi d'avoir recours à sa sensibilité. Ensuite, pour les commentaires sur le propos, je demandais aux élèves de retenir donc 2 fragments. Et là, je ne fais pas ressortir la partie la plus importante, c'est ce que vous voyez au 3e point. Donc, expliquez pourquoi vous avez retenu chaque fragment. C'est assez simple comme question. Mais je les guidais. Quelle réaction celui-ci, donc ce fragment, a-t-il provoqué chez vous? Émotion, perception nouvelle de l'espace et du temps. Quel modèle de conduite proposé par un personnage pourrait vous inspirer? Vous allez voir, ça va revenir dans les exemples que j'ai donnés par la suite. Comment la manière dont le texte est écrit a pu provoquer ces réactions, etc. Et enfin, l'écriture. Donc, il devait retenir
2 passages parmi tous ceux là, qui les avaient intéressés. Donc, ça peut être une phrase, quelques phrases seulement. Il devait donc citer le passage au complet, rédiger la version degré zéro du passage. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et les élèves aussi. Donc, ils avaient le passage, écrit avec des figures de style et tout ça. Puis là, donc, ils devaient finalement essayer de présenter de la manière la plus plate possible, peut-être, ce que l'auteur avait voulu dire. Et dans le fond, le but de tout ça, c'était de leur faire remarquer ce que le travail d'écriture ajoutait, au fond. Qu'est-ce que ça ajoutait au sens? Là? On n'est pas juste dans l'ornementation, vous le savez bien. Là. Donc, en comparant les 2 versions, expliquez ce que vous appréciez dans la formulation de l'auteur. En quoi est-ce original? Quelle idée, quelle perception nouvelle cela dévoile-t-il? Alors, donc, voici un premier exemple que je vais présenter très rapidement. Ça porte sur la structure. J'aurais peut-être pu faire apparaître à l'écran les images dont il est question ici, mais donc, je trouvais que c'était plus intéressant de voir comment l'élève présentait ça. Ça porte sur un fragment hétérogène, donc qui a été ajouté à la trame narrative. Donc, entre les pages 136 et 138 est inséré un extrait d'un manuel de magnétisme que dicte Adam, donc un des personnages, un des matelots là, à bord du navire, lorsqu'il étudie à la bibliothèque du Terror. Bien qu'il ait déjà lu et analysé en détail tous les livres disponibles, il ressent une fascination particulière pour cette discipline. Donc, ce fragment contient une explication d'une méthode permettant de calculer la déclinaison, un dessin d'un instrument scientifique, etc. Là, c'est la suite qui devient vraiment intéressante. En lisant ce passage, je me suis mise à la place d'Adam, étudiant ses explications, puisque les formules qui y sont présentées me sont familières. Pour moi, quand j'avais lu ce roman-là la première fois, je ne comprenais vraiment strictement rien à ces formules complexes et à ces schémas, mais là, donc, j'avais affaire à un étudiant de sciences littéraires qui avait eu un cours sur le magnétisme apparemment. Et j'ai pris le temps de les déchiffrer. Le fait de me plonger dans ces explications très théoriques m'a permis de comprendre en quoi le savoir est une façon pour Adam de se protéger du monde dangereux et étrange dans lequel il est plongé depuis le début de l'hiver. Dominique Fortier n'a pas dit pourquoi elle avait inséré ça. Donc, il y a un travail d'interprétation à faire. Mais là, ici, c'est que, en fait, l'étudiante s'est littéralement mise dans la peau du personnage, dans la tête du personnage, et ça lui a permis de mieux comprendre, en fait, ce que vivait le personnage. Donc, elle l'a lu aussi avec sa sensibilité, pas juste son intelligence. Donc, il s'en évade en effet en se réfugiant dans les livres. Ces explications m'ont aussi fasciné tout en m'épatant par leur complexité. Et là, elle conclut en disant lorsqu'on comprend le fonctionnement du monde, celui-ci devient rapidement moins hostile, mais sa complexité n'en est qu'encore plus élevée. Deuxième exemple, donc sur la superposition du fragment, de 2 fragments que je vais résumer. Donc, un fragment où il est question du personnage de Sophia et un autre où il est question du personnage de Crozier. Sans vous dévoiler tous les punchs, ce qu'il faut savoir, c'est que Sophia aime Crozier et que Crozier aime Sophia. Au début de l'histoire, personne ne le sait, même pas les personnages eux-mêmes. Ils vont découvrir avec le temps qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais le problème, c'est qu'ils ne se trouvent pas dans le même lieu. Donc, quand ils vont découvrir qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, bien, il y en a une qui est à Londres et l'autre qui est prisonnier d'un bateau dans l'Arctique. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que le rapprochement des 2 passages, où il est question finalement du sentiment de vide ressenti par les 2 personnages, du fait qu'ils perdent de l'intérêt dans la vie, bien, ça fait ressortir justement le fait qu'ils sont unis, si on veut, à travers la même pensée, par le même sentiment de vide. Ce que l'élève a pu remarquer ici, ils vivent tous 2 des émotions analogues, une perte d'intérêt envers la vie et une quasi-déshumanisation. Un exemple que je ne vais pas présenter en détail, juste je le fais apparaître comme ça parce que ça me paraît intéressant sur le propos, parce qu'ici, il est question de la perception du temps, donc pendant la période de confinement, donc les personnages sont isolés sur leur bateau. Donc, Crozier, dans son journal, note qu'il a perdu toute notion du temps. Donc, il est prisonnier du blanc, parce qu'il y a de la neige autour, tout ça, prisonnier du présent et du vide. Il est en train d'oublier son passé, d'oublier son identité, et il ne voit plus d'avenir possible. Donc, prisonnier du présent. Et l'élève, ça le fait réagir, évidemment, parce que, bon,
C'était peut-être pas une situation aussi dramatique que ça, mais le confinement, ça pouvait avoir des ressemblances avec ça. J'ai compris pourquoi les personnages tentent de préserver le peu d'humanité qui les habite en faisant vivre la culture et la mémoire. Parce que les personnages à bord du bateau vont se mettre à lire, vont discuter de littérature, vont même monter une pièce de théâtre. Et donc, l'élève a comme compris que c'était une façon pour les personnages de lutter contre la perte de notion du temps, de garder un lien avec leur mémoire, avec leur humanité. Et je trouve cela touchant. C'est elle qui dit ça, mais moi, je trouvais ça touchant aussi, puisque c'est un enjeu qui nous affecte présentement en temps de COVID, autant que le personnage de ce roman. Et là, je vais aller assez vite parce que apparemment que, bon, j'ai perdu la notion du temps un petit peu, mais juste rapidement, un exemple de commentaire sur un passage très court sur l'écriture. Donc, une élève qui a relevé ce passage-là, qui c'est pas la phrase la plus poétique, mais c'est une phrase qui a quand même satire sociale. Là. Donc, ces dames poussèrent un soupir de sympathie attendri et ces messieurs eurent un viril hochement de tête. Alors, comme je vous le disais tantôt, les élèves devaient écrire la version degré zéro. Les femmes poussèrent tout un soupir et les hommes hochèrent tous de la tête. Ça se ressemble beaucoup. Mais là, l'élève a été capable d'aller dans les subtilités quand même du travail d'écriture de Dominique Fortier. Donc, elle écrit ici, en séparant de cette façon la réaction des femmes et celle des hommes, le travail d'écriture insiste sur le fait que les personnages ne font ici que se plier aux normes sociales. Quand même, il fallait le voir. Leurs réactions ne semblent pas sincères puisque ce sont exactement celles qui sont attendues d'eux. Les formulations ces dames et ces messieurs réfèrent à la façon dont il est convenable qu'ils se désignent entre eux. Les adjectifs attendris et virils indiquent exactement ce qui est attendu de la part des représentants de chacun des deux sexes. Cette formulation est une façon de se moquer de la superficialité des soirées mondaines et de la dénoncer, etc. Le fait d'avoir à retranscrire ça de manière un peu plate, ça a peut-être amené l'élève qui avait sans doute remarqué un peu ça à la première lecture, à creuser ça, puis à remarquer ce que le choix des mots ici contenait, si on veut, comme critique sociale ou comme dénonciation même, si je reprends le mot qu'elle a utilisé. Alors, très rapidement, pour reprendre, pour résumer, pour ce qui est du rapport à l'œuvre d'art, du rapport à l'objet, je reviens à ce que disait Marcel au tout début, en reparcourant beaucoup de carnets de lecture dans les derniers jours, ce que j'ai remarqué, c'est que donc, les élèves, à travers leur carnet, ont été amenés à lire avec leur sensibilité et donc ils se sont montrés sensibles à la solitude du personnage de Crozier, le capitaine Crozier, au désarroi de Sophia, parce que Sophia, qui est restée à Londres, donc elle cherche un sens à sa vie, puis elle finit par comprendre que l'amour de sa vie, c'est Crozier. Ils vont peut-être finir par se marier à la fin du roman, vous pouvez le voir peut-être. Ils sont sensibles aussi au dévouement désespéré de Lady Jane, donc la femme de Sir John Franklin. Là, je ne peux pas expliquer pourquoi elle était dévouée, mais bon. Donc, lire avec une attention pour la forme de l'œuvre, donc élèves s'interrogeant sur la composition complexe du roman, mais je pense que je l'ai bien montré, là, qu'ils ont eu à se poser des questions puis à s'investir autant de manière, comment dire, rationnelle qu'à travers leur intelligence, et ils ont pu s'émerveiller devant les subtilités de l'écriture. Pour ce qui est du rapport au sujet, puis je vais terminer avec cette diapositive-là. Donc, les élèves, avec ce roman-là, donc, ils ont été amenés, je pense, à découvrir de nouvelles perceptions du monde. Il y a des élèves qui pensaient que ça se passait dans l'Antarctique. J'ai dû expliquer les quelques différences qu'il y avait entre les deux, mais des fois, ça revenait, là, la différence. Mais donc, on est bien dans le Grand Nord. Paysage de l'Arctique en mouvement. Donc, à mon avis, ça n'avait jamais été présenté comme ça, parce qu'en fait, les bateaux sont immobiles, mais les glaces bougent autour. Donc, le paysage bouge alors que les humains, les vivants sont immobiles. Donc, ça, c'est un exemple de nouvelle perception des choses. Il y a aussi des descriptions assez impressionnantes de la neige, donc les métamorphoses de la neige qui non seulement changent d'aspect, mais qui peuvent changer de signification aussi aux yeux de la personne qui l'aperçoit. Conscience du meilleur dans le pire. Ils sont confrontés au pire, mais à travers des expériences extrêmement difficiles, les personnages sont amenés à découvrir ce qu'il y a de meilleur dans leur humanité et les élèves ont été sensibles à ça. Et ils ont aussi découvert qu'il y avait une communication possible et étrange entre les êtres à distance. C'est pour ça qu'on peut même parler de télépathie entre les personnages, mais bon,
Ça, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, là, ça serait un peu trop long de vous expliquer comment ça marche. Manière de s'inscrire dans le temps, ben donc, le goût pour la lenteur, pour l'attention au présent, ça revenait dans certains commentaires. Donc, les élèves qui disaient, oui, OK, les personnages sont confinés, mais ils ont appris, dans le fond, un nouveau rythme de vie, puis ça correspondait un petit peu à celui que les élèves avaient connu pendant le confinement. Et pour terminer la présentation, je peux évoquer rapidement les modèles de conduite. Donc, Marielle Massé parlait de stylisation de soi. Donc, les élèves ont été impressionnés par le courage lucide de Crozier, le capitaine, par son sens de la dignité malgré tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. L'héroïsme de Lady Jane, donc la femme de Franklin, le chef de l'expédition, et la recherche de soi chez Sophia, donc pas les personnages, ouais, les élèves. S'identifier aux personnages et dans certains carnets de lecture, il y en a qui ont dit, Lady Jane, pour moi, c'est un modèle de femme. Et entre autres, l'étudiante que j'ai croisée tantôt, c'est une étudiante qui a été marquée par le personnage en partie réel, parce que c'est des personnages qui ont réellement existé, mais en partie inventés par Dominique Fortier. Donc, Lady Jane a inspiré mon étudiante qui est maintenant en anthropologie et qui a été marquée, semble-t-il, par ce roman-là.